Alors, me revoici. Je suis vraiment désolée. Alors, me revoici. Je suis vraiment désolée. Mon cellulaire a surchauffé. Est en danger, donc j'ai dû arrêter. Je vais continuer. La rencontre là. Donc, j'ai récolté rapidement plusieurs plantes et je vous parlais. En fait, je vais recommencer vu qu'on va effacer l'autre. Donc, je vais laisser Anne Van Caloen vous répondre à vos questions. Et donc, nous allons vous parler de plantes de gazon, des plantes de pelouse qui sont dans mes favorites parce qu'elles sont juste extraordinaires, puis vous allez voir pourquoi. Elle va mettre également un lien pour vous donner accès à des leçons gratuites du cours Matériel médical. Et dans ces leçons gratuites-là, il y en a une sur la prunelle qui est une des plantes de gazon que j'utilise le plus parce qu'elle est juste absolument formidable et je suis une apôtre de la prunelle et donc je répands la bonne nouvelle sur la prunelle. Je vous invite aussi à partager le vidéo si c'est une vidéo qui vous intéresse, puis à aimer la page et venir nous visiter. Donc, je reprends lierre terrestre. Donc, la lierre terrestre, je viens de déménager dans sur une nouvelle petite terre, beaucoup plus petite que mon ancienne, et à mon ancienne maison, je n'avais pas beaucoup de lierre terrestre, et à mon grand bonheur, j'ai vraiment énormément de lierre terrestre. Donc, quand on apprend à utiliser les plantes médicinales qui poussent dans notre gazon, ce qui est vraiment difficile, c'est de tondre la pelouse par la suite parce que on a des trésors sur notre terre. Puis, donc, on peut faire un compromis, puis essayer de laisser certains endroits libres, en fait, laisser les plantes libres. Par exemple, la prunelle, elle va être beaucoup moins, elle n'aura pas le temps de maturer si on n'arrête pas de couper. Donc, c'est bien pour avoir les fleurs, là, mais en tout cas, c'est mieux ou comme la lierre terrestre qui pousse très très tôt au printemps, donc on la récolte et puis après on peut tondre. Donc, la lierre terrestre, souvent ce que je vois sur Facebook ou même Instagram, les gens posent des questions. Ah, quelle est cette plante? Et mettre une photo où on voit à peu près 4 plantes, puis c'est tout petit. Puis les gens disent, ah, c'est telle chose. Donc, il y a d'autres plantes qui ressemblent à la lierre terrestre, qui poussent dans les gazons, dans les pelouses, dont la Véronique. Mais sont quand même faciles à distinguer. Et c'est important de regarder je ris parce que mon fils est en train de pleurer parce que j'ai dû couper son Internet pour avoir assez de bande passante pour être capable de vous parler parce que je devais le faire dehors. Puis, le drame des jeunes enfants et le non-accès à l'Internet. Donc, en tout cas, voilà. Un ensemble dramatique. Et donc, si on regarde la tige, c'est une lamiacée. Et la tige de lamiacée, c'est une tige carrée. Donc, on la tourne dans nos mains, entre nos doigts. Puis, on voit ou on sent, en fait, l'aspect carré. Un autre petit truc qui est vraiment bien, c'est d'avoir des loupes d'identification. Et vous allez pouvoir voir aussi d'autres caractéristiques. Par exemple, est-ce qu'il y a des petits poils? Regardez aussi, comme on va parler tout à l'heure de la prêle, regardez les caractéristiques de la gaine de la prêle, par exemple. Puis, je vais faire un test parce que sur mon cellulaire, ça fonctionnait bien. Mais je vais voir si... Ah oui, c'est merveilleux. Je peux voir. C'est ça. Donc, on voit ici qu'il y a des vraiment petites tiges. Ce qu'on appelle les... J'ai un blanc. En fait, mon fils me déconcentre vraiment, là, mais... Voyons, le pétiole. Le pétiole, c'est la tige de la feuille. Donc, il y a un petit pétiole sur la feuille. Et la feuille, elle est
elle est pas très pointue. Donc ça, c'est une autre caractéristique. Puis elle est un petit peu lobée, ben, dentée, en fait, des rebords qui sont arrondis. Il y a une caractéristique aussi, il y a vraiment une odeur caractéristique. Donc, lorsque vous rencontrez la lierre terrestre, vous pouvez la goûter. C'est une autre façon d'identifier une plante quand on n'est pas mal sûr qu'il n'y a pas une cousine toxique. L'autre chose des lamiacées qui est particulier, c'est que les feuilles sont opposées. Donc, ils sont chacune à côté, une en face de l'autre, ou une à côté de l'autre. Et la feuille, la fleur, attends, je vais vous remettre la fleur des lamiacées. Je ne suis pas efficace, hein? La fleur, ok, vraiment, je ne suis pas efficace. Donc, la fleur de la lamiacée, c'est comme ça. On voit qu'elle a une grosse lèvre. C'est les fleurs de lamiacée, je les appelle les fleurs Mick Jagger. Donc, le chanteur des Rolling Stones, donc opposé avec une fleur avec une bonne grosse lèvre. Donc, la lierre terrestre, elle est comestible. On peut l'ajouter dans les salades. Il y a plusieurs plantes qu'on retrouve dans les gazons qui sont comestibles, qui sont délicieuses. Je vais vous en parler de d'autres dans les prochaines vidéos. Et donc, on peut la déguster. Moi, ce que j'aime aussi avec les plantes qui sont comestibles, c'est de faire des pestos de plantes. Donc, on pourra rajouter, par exemple, nos feuilles de pissenlit, des feuilles de plantain, de la stellaire, avec un peu de lierre terrestre. Puis, on broie tout ça avec un peu d'huile. On peut rajouter de l'ail, on peut rajouter du parmesan, on peut rajouter des noix. C'est délicieux. Donc, la lierre terrestre, on peut l'utiliser en tisane. Donc, on va l'infuser. Ou carrément la broyer et en faire un macérat dans le vinaigre, par exemple, ou dans un alcool qui n'a pas besoin d'être élevé. Donc, un alcool à 40%, c'est suffisant. On peut aussi le couper avec de la glycérine, par exemple, pour adoucir l'alcool, par exemple, qu'on utilise pour les enfants. Parce que c'est une excellente plante pour les enfants, entre autres. Donc, elle a de multiples propriétés médicinales. Je vais vous parler je vais commencer par ses actions sur le système respiratoire. Donc, ce qu'il faut se rappeler par rapport aux lierres terrestres, c'est qu'elle est particulièrement intéressante quand il y a beaucoup de mucosité. Donc, on ne l'utilise pas, par exemple, quand il y a une toux sèche ou, par exemple, une sinusite là, où il n'y a pas beaucoup de mucus et tout est pris dans les sinus. Ce n'est pas l'idéal. Mais les enfants n'ont pas tendance d'avoir une sécheresse, ont tendance plutôt d'avoir des rivières de mucus. Et la prunelle, pas la prunelle, mais la lierre terrestre, elle est particulièrement intéressante pour eux. Pour les adultes aussi. Elle a, donc, moi je l'utilise pour les enfants qui ont tendance à avoir des otites. Elle a une grande affinité avec les conduits auditifs, puis les trompes d'Eustache qui peuvent être inflammées et remplies de mucus chez les enfants et qui va par la suite leur donner, en fait, favoriser l'apparition d'otites. Puis traditionnellement aussi, on l'utilisait quand les gens avaient une perte d'ouïe à cause d'une infection au niveau du système respiratoire supérieur, sinusite ou otite. Donc, la prunelle, j'arrête pas de dire la prunelle parce qu'en fait, la lierre terrestre, la prunelle, c'est un super condo pour tout ce qui est trouble de l'ORL. Sinusite, otite, et donc on va les combiner souvent ensemble. Donc mon fils n'arrête pas de pleurer et pour attirer mon attention, je perds patience. Je vais essayer de faire fi. Maman, je vais juste fermer ma porte. Déjà, ça va m'aider. Voilà. OK. Ce qui est intéressant de la lierre terrestre aussi par rapport aux infections respiratoires puis les infections respiratoires inférieures, c'est qu'elle a des propriétés antivirales
Puis, surtout quand ça descend dans les bronches, comme les bronchites virales ou même les pneumonies virales, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire avec les médicaments. Donc, l'alière terrestre, je la mets régulièrement dans les mélanges quand ça descend dans les poumons, dans les bronches, pour diminuer cette charge virale et en plus aider les poumons à diminuer, en fait, avoir moins de mucosité. Il y a donc c'est vraiment une plante qu'on peut utiliser de façon complètement sécuritaire avec les enfants. Je ne connais pas de contre-indication. Traditionnellement, et aussi l'espèce qui est utilisée en Chine, et c'est sûr que c'est une plante européenne, donc les usages traditionnels sont européens. Puis pour l'espèce chinoise, bien évidemment, les usages traditionnels sont chinois. C'est une plante qui était utilisée pour les troubles de la vésicule biliaire. Donc en Occident, c'est un peu moins... C'est moins populaire comme usage, mais ça serait intéressant de la réhabiliter pour ça. Puis, l'autre aspect qui est intéressant en médecine chinoise, c'est qu'elle est beaucoup utilisée pour les problèmes rénaux, les cystites, mais aussi les pierres aux reins. Donc, une bonne plante pour ça. Ce qui est particulier de cette plante-là, c'est qu'elle chélate le plomb dans votre corps. Donc, si vous avez une intoxication au plomb, ou du plomb dans le corps à cause de, vous avez travaillé avec la vieille peinture, par exemple, c'est assez efficace. Donc, j'ai une amie herboriste qui, son fils a eu une intoxication au plomb en travaillant justement sur des immeubles où il y avait de la peinture au plomb. Et donc, il y a eu des analyses sanguines pour déterminer la quantité de plomb qu'il y avait dans son sang. Et elle lui a donné des bonnes quantités durant 2 semaines de lierre terrestre. Et son plomb a complètement disparu, en fait, dans ses tests d'urine. Et un de ses collègues avec qui il travaillait n'a pas eu de lierre terrestre. Et lui, bon, les conséquences ont été plus graves, surtout au niveau neurologique. C'est très dommage. Donc, c'est super important à savoir. Et donc, les peintres européens, justement, qui utilisaient des peintures à base de plomb, c'était un de leurs remèdes et c'était contre les coliques du peintre qui est associé à l'intoxication au plomb. Donc, je vois que le temps avance, puis j'ai tellement d'autres choses à vous dire. Donc, je vais arrêter pour la lierre terrestre. Si Anne, tu as des choses à rajouter, je te laisse rajouter ça. Une autre super plante qui pousse dans les jardins, c'est le pissenlit. Et là, c'est sûr que j'ai un champ de pissenlit, mais je ne peux pas vous le montrer. Donc, je ne sais pas si Anne, tu peux montrer une photo d'un pissenlit entier. Parce qu'il y a beaucoup de plantes qui ressemblent, en fait, qui ont des feuilles qui ressemblent au pissenlit. Donc, encore une fois, on ne regarde pas juste la feuille et le bouton jaune, parce qu'en plus, il y a plusieurs autres plantes qui ont ce genre de feuilles très dentées et découpées avec un bouton jaune. Donc, ce qui est particulier du pissenlit, c'est que le pissenlit n'a pas de tige. Vraiment, le sort, ça chante. Moi, je ne devais pas être à la maison, donc je n'avais pas tout organisé mon setup pour ne pas être dérangée. Donc, les feuilles partent directement du sol, comme en rosette, et on va voir, en fait, le bouton jaune, qui est le capitule de la fleur, et en fait, c'est une tige de fleur. Il n'y a pas de feuille qui part de cette tige-là, donc c'est pas vraiment une vraie tige. L'autre chose aussi qui est particulier, c'est que la nervure centrale à l'endos de la feuille de pissenlit n'aura pas de piquant. Il peut y avoir un petit duvet, mais qui s'enlève vraiment facilement. Donc ça, c'est une autre caractéristique. Le nom anglais du pissenlit, c'est dandelion, dent de lion. Donc, c'est caractéristique justement de ces feuilles. Et le terme pissenlit, c'est parce que c'est une plante diurétique. Donc, elle augmente l'excrétion urinaire. Et donc, moi j'aime beaucoup la nomenclature des plantes parce qu'elles nous apprennent souvent qu'est-ce qu'elle fait. Donc, le pissenlit, on utilise la fleur, la feuille et la racine.
pour des raisons différentes. Donc, ici, j'ai les fleurs de pissenlit, les beaux petits boutons jaunes. Puis, avant que la fleur n'ouvre, il y a le bouton floral de pissenlit. Et le bouton floral de pissenlit, c'est comestible. En fait, tout du pissenlit est comestible. Et on peut l'utiliser pour faire soit une lactofermentation ou carrément juste verser du vinaigre par-dessus et l'utiliser comme des petites câpres pour les manger. Et c'est délicieux. C'est vraiment important d'avoir le pissenlit en bouton lorsqu'il est vraiment tout petit, puis assez dense. Donc, on les récolte évidemment avant la floraison. Le pissenlit, la fleur, aussi, c'est comestible. C'est un petit goût subtil et c'est vraiment beau aussi. C'est tellement ensoleillé. On l'utilise dans les salades. On peut faire aussi des tisanes avec la fleur de pissenlit. Elle a moins de vertus médicinales que les feuilles et les racines, mais c'est vraiment agréable au goût, c'est vraiment doux. Donc, on peut, d'habitude, j'enlève les fleurs des capsules comme ça pour les placer comme ça sur même des gâteaux, dans des desserts, on peut le mettre aussi dans des omelettes, dans les salades. Et on peut faire un vin de pissenlit. Donc, je vais vous laisser aller sur Internet pour voir différentes recettes où il va y avoir carrément de la fermentation, puis ça devient un peu pétillant et c'est vraiment délicieux. Pour la feuille, idéalement, elle est, plus la plante avance dans son cycle de floraison puis de semences, la feuille devient un peu plus coriace et un peu plus amère. Donc, idéalement, on récolte la feuille avant la floraison. Donc, on va prendre carrément là, la feuille, de bien l'identifier, et on va la manger carrément crue, comme ça, en salade. C'est plein de minéraux, de la vitamine A, de la vitamine C, évidemment, et de potassium, entre autres. Il y a beaucoup, beaucoup de potassium dans le pissenlit. Et évidemment, ça a un effet diurétique, donc ça aide à drainer le rein, drainer aussi l'accumulation peut-être d'acide lactique, d'acide urique. Puis, c'est traditionnellement utilisé en cure de printemps. La racine de pissenlit, ah oui, puis encore une fois, là, un pesto de feuilles de pissenlit mélangé avec d'autres plantes, c'est vraiment, vraiment bon. Puis à notre pesto, on peut rajouter par la suite, ou comme décoration sur le dessus, les pétales de pissenlit, en fait les petites fleurs. Parce que chacune de ces petites choses-là, c'est pas vraiment des pétales, mais c'est une fleur, comme dans toutes les plantes de la famille des astéracées. Et donc, le pissenlit, aussi, quand c'est un peu plus amer, ce que j'aime, c'est le faire sauter, tu sais, dans les sautés de légumes, je vais rajouter du pissenlit, puis c'est vraiment, vraiment délicieux. La racine, on peut la récolter au printemps, avant la floraison, ou plus tard à l'automne, une fois, avant les gels. Et il n'y a pas tout à fait la même composition. Dans la racine de pissenlit, tout l'été, elle va accumuler des réserves de polysaccharides qui vont lui donner une réserve de nutriments pour l'hiver. Donc, entre autres, sa concentration en inuline, qui est un de ses composantes médicinales, est beaucoup moindre au printemps et elle est beaucoup plus à l'automne. Il va y avoir 50% plus d'inuline, pas 50 fois, 50% plus d'inuline à l'automne qu'au printemps. Donc, pour l'aspect, plus pour le foie, parce que c'est une excellente plante pour la digestion, pour le foie, on va plutôt la récolter au printemps. Puis à l'automne, elle va être beaucoup plus riche en sucre, en inuline, et je vais récolter la racine pour faire des cafés de céréales, par exemple. Donc, on va récolter la racine, on la rince, on la frotte un peu. C'est comme une grosse carotte, la racine de pissenlit. Et on la coupe en petits morceaux, on la fait sécher. Et ensuite, on va la faire griller à sec
et la moudre par la suite. Donc ça fait ressortir les sucres, ça transforme le pissenlit et on le met, on va le broyer dans un moulin à café par exemple et par la suite on va faire comme un café avec le pissenlit et c'est tellement bon, Donc comme substitut de café. En fait, il n'y a pas vraiment grand-chose qui substitue le café. Ça ne goûte pas tant le café, mais il y a cette petite amertume. Puis, c'est un breuvage brun, foncé. Donc c'est peut-être ça l'analogie avec le pissenlit. J'aimerais vous parler de la racine de pissenlit parce que comme plante, pour le mouvement dans le foie, pour aider la digestion, c'est une des plus intéressantes. Elle est bien tolérée par la plupart des gens. Elle est très tonique et elle va aider. Excusez, j'ai comme des pétales, en fait des fleurs de pissenlit dans la gorge. Et donc, pour aider la stagnation digestive, mais aussi ce qu'on appelle en médecine chinoise la constriction de qi du foie. Et ça arrive quand on est fatigué, quand on est très stressé, quand on a beaucoup d'émotions qui sont refoulées, on va avoir tendance à avoir une constriction de qi du foie. C'est peut-être le syndrome le plus commun dans la société, et particulièrement dans la société occidentale. Et la constriction de qi du foie fait qu'on devient un petit peu plus irritable. L'impact de ça aussi par rapport au cycle menstruel est important. Donc, on va avoir tendance à avoir beaucoup plus de syndrome prémenstruel, donc une congestion au niveau des seins, où on se sent aussi congestionné dans l'abdomen. On peut avoir tendance à avoir des crampes menstruelles qui s'améliorent avec l'arrivée du flux. Donc, si on a ça, le pissenlit est vraiment fantastique. Donc, on va le prendre tout le long du mois et au bout d'un mois ou deux, on va apercevoir en fait une différence importante au niveau du syndrome prémenstruel. Donc, si on résume, je fais ça vraiment vite, hein, mais vous pourrez réécouter la vidéo, il va être rediffusé sur Facebook, mais il va être aussi sur YouTube et Instagram. Donc, la feuille de pissenlit, c'est vraiment de la nourriture fantastique, mais aussi on peut les sécher ou faire un vinaigre ou en teinture pour l'utiliser comme diurétique. Et en vinaigre, c'est intéressant aussi pour ajouter aux salades pendant l'année parce qu'on va récupérer tous les nutriments du pissenlit dans le vinaigre. La racine, fantastique pour le foie, pour le mouvement digestif, pour les stagnations digestives quelconques. Aide le foie aussi à en faire un tonifiant, à avoir des fonctions plus optimales. Et on peut l'utiliser aussi séché et torréfié, la racine de pissenlit, comme succédanée de café. La fleur, juste tellement belle et délicieuse, mais c'est vraiment subtil, c'est pas un goût très très fort. Et on peut faire aussi une boisson fermentée avec un genre de vin de pissenlit. Donc on va souvent le couper soit avec du miel, soit avec du sucre. OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois. Avant de passer à nos plantes. C'est bon. Super. Il y a une plante que je voulais vous partager. Geneviève avait dit. OK. Je voulais vous parler de la prêle parce que c'est vraiment le temps de la récolter maintenant. En tout cas, pour le Québec, je sais qu'à certains endroits, comme en Estrie, et avec les chaleurs qu'on a, là, il va bientôt ne plus être, avoir passé son temps de récolte. Et là, elle a eu très chaud, ma belle petite prêle, mais l'idée, c'est qu'on récolte la prêle quand ses bras sont, quand en fait ses feuilles là, sont dans les airs. Et il y a différentes prêles, et ça, c'est la prêle des champs. Puis là, je vais retenter de vous montrer ça avec ma loupe. Je vais prendre celle qu'on voit le mieux. Ouais,
la façon de différencier les prêles, parce que la prêle des champs, c'est l'Equisetum arvens, et c'est au niveau de la gaine et des segments de la feuille à la base. Donc, tout ça, c'est comme si c'est emboîté les uns dans les autres. Donc, il y a plusieurs segments. Et on va jusqu'au segment qui est proche de la tige pour voir sa grandeur. Et ce qui est important, c'est qu'il faut, que le segment de la tige soit plus grand que la gaine. Gabrielle, non. Vraiment. Et là, ah oui, très bien. On ne voit pas super bien la gaine. Vous voyez que la gaine, elle a des petites dents. On ne voit vraiment pas super bien, là, mais Anne, peut-être qu'elle va pouvoir mettre une photo en macro de la gaine, vous allez trouver sur Internet. Donc, la gaine a vraiment des petits bouts très, très, très pointus. Et le premier segment, après la tige, est plus haut que les petits pointus qu'il y a dans la gaine. Donc ça, c'est une façon de reconnaître la prêle. La prêle, elle ne pousse pas tant dans la pelouse, mais souvent aux abords de la pelouse, dans des terres qui sont très compactées en dessous. Ça, c'est une de des bio-indications, en fait, de la prêle. Elle aime les terres qui sont assez compactées. Et c'est intéressant de la récolter pour la faire sécher. Et la meilleure façon de prendre de la prêle, c'est soit en décoction, soit en infusion. Pourquoi on ne la récolte pas plus tard, quand elle est, les feuilles ou les segments vont baisser, c'est que son contenu en silice devient vraiment trop élevé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est l'utiliser pour, quand on est en camping ou même à la maison, pour récurer. C'est comme la laine d'acier des campeurs. Ça, c'est quand elle est plus mature. Mais au printemps, quand elle est encore tout bras dans les airs, elle est moins riche en silice, mais il y en a quand même. Elle va moins irriter les reins. Donc, on peut l'utiliser de façon plus sécuritaire. Dans la prêle, il y a une enzyme qui est la thiaminase. Et la thiaminase va dégrader la thiamine dans votre corps. Donc, mais la thiaminase, elle est désactivée avec la chaleur. Donc, c'est pour ça que je recommande d'utiliser la prêle en infusion ou en décoction. Et je sais qu'il y en a qui l'ajoutent en poudre dans leur alimentation, mais juste en fait, comme avec un principe de précaution, je vous recommande de ne pas faire ça, puis de l'utiliser vraiment en infusion. Puis ça n'a pas un goût très prononcé, donc c'est une infusion qui se boit vraiment facilement, puis on peut l'agrémenter de plantes aromatiques. Donc, il y a mon fils qui me dérange, qu'on voit dans le coin, et je ne suis pas contente, on va se parler après. Oui, on va se parler après. Non. Donc, là, je vais vous parler en fait de la prêle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la prêle? La prêle, c'est un super reminéralisant, mais d'expérience, c'est pas juste un reminéralisant, mais il aide à fixer le calcium aux bons endroits. Donc, quand on a tendance à avoir une calcification ailleurs dans le corps, comme dans les ligaments, les téguments, de l'arthrite même, il y a des dépôts calcaires qui s'installent un peu partout. C'est fantastique. Donc, ça aide à amener le calcium au bon endroit. Et il y en a qui disent de ne pas le prendre sur une longue période de temps. C'est peut-être à cause de la thiaminase. Mais moi, j'avais tellement une grande déminéralisation quand j'ai rencontré la prêle. J'avais eu de l'hyperthyroïdie, donc j'avais perdu beaucoup, j'avais perdu les cheveux, j'étais complètement déminéralisée, j'avais mal aux dents, les ongles striés. Et donc, je me suis mise à la prêle et j'en ai pris pendant 5 ans et ça m'a fait vraiment du bien. Je la combine à l'ortie qui contient aussi beaucoup de calcium. Donc, elle n'a pas tant de calcium, mais elle a de la silice qui aide à fixer le calcium.
Ortie et prêle ensemble, c'est un super duo. Puis cette semaine, justement, je suis allée récolter mon ortie et ma prêle qui poussaient une à côté de l'autre. Et j'adore récolter des plantes quand ils poussent dans les mêmes endroits, quand c'est des plantes que j'utilise en combinaison. Donc, la prêle, c'est aussi une diurétique. Donc, elle va aussi aider à diminuer la formation de calculs rénaux. Donc, on a ici deux petites plantes. On a la lierre terrestre et la prêle qui aide à diminuer la formation de calculs rénaux. Puis, j'ajouterai aussi la feuille de pissenlit pour ça. C'est ça. Donc, la prêle, c'est surtout pour reminéraliser ou aider à fixer le calcium. Quand, de par ma constitution, j'ai tendance à me déminéraliser, puis on a un terrain arthritique. En fait, c'est la seule maladie qu'on a dans ma famille. Donc, j'ai vraiment tendance à excusez, il y a des gens qui répondent, à me déminéraliser si je ne mange pas suffisamment de légumes. Puis aussi, lorsque j'ai trop de stress, comme ça, bien évidemment parce que ça affecte les reins, là, ça a tendance à me déminéraliser et je commence à avoir mal aux dents à ce moment-là. Et j'ai vécu ça cette année et j'avais arrêté de prendre la prêle pendant quelques années parce qu'elle est vraiment bien. Et là, j'ai recommencé à avoir mal aux dents puis à avoir un peu d'ongles striés. Donc, j'ai pris la prêle puis au bout d'une semaine, vraiment, je voyais déjà une différence, plus de sensibilité au niveau des dents. Aussi, je commençais à reperdre des cheveux. Mes cheveux sont devenus super beaux. Je n'ai pas une super chevelure, mais quand même, j'ai arrêté de perdre des cheveux. Puis, dans les shampoings aussi, on met souvent ortie, prêle ensemble pour aider le cuir chevelu. Donc, ça, c'est important, en tout cas, de bien identifier votre prêle parce que là, il y a des prêles toxiques. Donc, si je vous ai donné la clé par rapport à la gaine et les segments qui sont collés sur la gaine. Et si Anne pouvait vous mettre une petite photo, ça serait super. La lierre terrestre, c'est le temps de la récolter. On la récolte lorsqu'elle est en fleurs, comme ça. C'est parfait. Et le pissenlit, en fait, on peut le récolter, même les feuilles, même quand c'est la floraison. Moi, je les mange quand même, mais je vais peut-être plus les faire en sauté avec des légumes. Mais j'aime l'amertume, donc pour moi, ça ne cause pas de problème. Mais il y a une belle abondance de pissenlit. Puis de manger les fleurs pour se donner du bonheur dans nos salades tout au long de l'été. Pardon. Donc, voilà, j'aimerais vous parler dans un prochain vidéo du plantain, de l'achillée millefeuille et de la violette. Donc, la semaine prochaine, même heure, c'est un rendez-vous. Passez une belle semaine. Puis, pour les gens au Québec, hydratez-vous, il fait vraiment chaud. Bye!